Je n'avais jamais été nerveux à l'idée de rencontrer les parents de quelqu'un avant de rencontrer Isla. La marche depuis la vallée jusqu'à l'entrée de Castellin me semblait s'étirer sur une corde raide. Des baies vitrées encadraient les lumières de la ville au-delà de leur lueur constante, ne parvenant pas à apaiser la tempête qui me rongeait la poitrine. Ma veste de costume me allait bien. Ma cravate était droite. Je m'entraînais à sourire dans le reflet de la porte vitrée, insufflant une chaleur naturelle à ma voix. Isla me tendit la main et murmura « Tu peux le faire ». Son assurance aurait dû me rassurer, mais tandis que la voiture de son père s'éloignait, je compris que j'allais entrer dans son monde, et que j'ignorais même le début des règles. Ils me conduisirent dans une salle à manger privée réservée aux réunions importantes et aux négociations d'entreprise. La table en acajou brillait sous des suspensions tamisées, les verres alignés comme une rangée de sentinelles. Un serveur en smoking impeccable versait du champagne dans des flûtes qui accrochaient la lumière et réfractaient une promesse de célébration, une promesse dont je doutais déjà. En face de moi, les parents d'Isla étaient assis comme sculptés dans le marbre et la soie. Le costume sur mesure de Roland Mercier lui allait comme une armure, son regard mesuré, impassible. Marianne, assise à côté de lui, m'offrit un sourire poli qui n'atteignit pas ses yeux fatigués. Je déglutis. Ma bague était lourde dans son écrin, sous la poche de ma veste. Nous échangions des plaisanteries, l'école, le travail, des souvenirs de notre rencontre avec Isla. Chaque réponse semblait apprise. J'évoquais le dernier projet de mon cabinet de conseil, essayant d'avoir l'air d'avoir réussi sans être menaçant. Roland hocha brièvement la tête. Il me demanda des nouvelles de ma famille, où il vivait, ce qu'il faisait. Je parlais de la petite entreprise de mes parents, de l'éducation de ma sœur en maternelle. Je souriais en parlant, me remémorant des souvenirs heureux. Mais à chaque mot, je sentais son amusement grandir comme une vague qui prenait de l'ampleur dans mon dos, prête à s'écraser. Le premier plat arriva, des coquilles Saint-Jacques nichées sur une couche de purée de chou-fleur, délicate et blanche. J'en pris une bouchée et me forçai à sourire à nouveau. La conversation a dévié vers les futures traditions de la maison des enfants. Je m'imaginais parler de la maison de mes rêves, une modeste maison que j'allais rénover pour Isla. Au lieu de cela, j'ai fait semblant d'être d'accord et j'ai grignoté du pain artisanal. Le serveur a rempli mon verre. La douceur du champagne est devenue amère sur ma langue. Puis est venue la blague. Roland s'est reculé, les doigts croisés. Alors, Julien, a-t-il dit d'une voix basse et moqueuse. Qu'est-ce que tu comptes faire quand ton compte en banque sera vide? Où est-ce que c'est quand tu comptes partir? Ces mots ont atterri comme des pierres, chaque syllabe résonnant sur la table. Il parlait comme s'il me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. Ma poitrine s'est serrée. J'ai jeté un coup d'œil à Isla. Elle a ri, pas poliment, pas de ce petit rire nerveux que j'aurais pu pardonner. C'était un rire à gorge déployée qui a enveloppé ses mots et les a coincés dans ma gorge. Ses yeux pétillaient d'amusement, comme si j'avais fait quelque chose de ridicule, comme si j'avais mérité ma place de sujet de plaisanterie. Mon annulaire me picotait. Je sentais presque le poids de l'attente se déplacer de ma main vers la table. J'ai pris une inspiration, regardé la bague à sa main et senti mon reflet se briser. Le temps s'est ralenti. J'ai vu l'anneau d'argent refléter la lumière, j'ai senti le creux de la trahison s'épanouir dans ma poitrine. Mon esprit a repensé à chaque instant de nos fiançailles. La nuit où je l'ai surprise sur le toit avec des guirlandes lumineuses. La façon dont elle a pressé sa joue contre la mienne tandis que le ciel embrassait l'horizon. La promesse que nous nous sommes murmurés sous les étoiles. Tous ces moments se sont multipliés en une seconde, s'effondrant en une seule vérité indéniable. Cette vie n'était pas la nôtre. Elle appartenait à une famille qui ne me verrait jamais que comme un accessoire. Je me suis levé. Le silence est revenu dans la salle. Les serveurs se sont figés. Ma chaise a gratté le sol. Et j'ai senti tous les regards se tourner vers moi. Je ne savais pas quoi dire, mais la bague quitta mon doigt avant que les mots ne se forment. Je la déposai près d'elle. Son verre à vin, dont le liquide cramoisi ondulait comme surpris par mon mouvement. Je sentis le métal froid glisser sur la table et s'immobiliser, fragile emblème de tout ce qui était perdu. Je regardai Isla une dernière fois. Son sourire s'estompa, la confusion illuminant ses traits. Il y avait de la peur, peut-être de la pitié. Je me demandais si elle avait réalisé à cet instant la profondeur de la blessure. Mais elle ne bougea pas pour m'arrêter. Elle ne tendit pas la main. Elle se contenta de me regarder me détourner. Je sortis. Pas de scène, pas de cris, juste le léger claquement de mes chaussures sur le sol de marbre.
Chaque pas sonnait comme la fin d'un rêve auquel j'avais cru. La porte se referma derrière moi, scellant les rires, le luxe et le mensonge. Dehors, l'air frais de la nuit m'enveloppait comme un manteau, me préparant à un silence que je n'aurais jamais cru aussi pesant. Debout sous le lampadaire, je fermais les yeux et laissais la ville bourdonner autour de moi. L'avenir m'attendait, incertain, incertain. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'éprouvais quelque chose de plus fort que la peur, le soulagement. Cette plaisanterie avait anéanti tout ce que je croyais désirer. Maintenant, je pouvais découvrir ce dont j'avais vraiment besoin. Je ne retournais pas à notre appartement ce soir-là. Au lieu de cela, je m'enregistrais au Grand Méridien Hôtel sous un faux nom, avec seulement un sac de sport et le poids creux de la trahison. L'horloge du hall indiquait minuit lorsque je tendis ma carte de crédit. Le sourire forcé du réceptionniste ne parvint pas à atteindre ses yeux lorsqu'il me demanda une pièce d'identité que je n'avais pas. À l'étage, je déverrouillai la porte de la chambre 712 et allumai la lumière du plafond, dont la lumière me cingla les tempes. Je déposai mon sac près du lit, enlevai mes chaussures et m'enfonçai dans le matelas moelleux, fixant le plafond tandis que les ombres des prismes de cristal du lustre dansaient au-dessus de moi tels des spectres moqueurs. Le sommeil s'évapora par fragments. Je rêvais de rire, des rires creux, résonnants, qui devenaient plus forts à chaque nouvelle écoute. Je voyais le visage d'Isla se tordre d'amusement à mes dépens, ses yeux brillants de dérision. Je sentais ma poitrine se serrer tandis que j'essayais de parler, mais la plaisanterie était toujours là, ma voix engloutie par une vague de champagne et de mépris. Je me suis réveillé en haletant, des sueurs froides me collaient au front. Quand j'ai attrapé mon téléphone, l'écran était jonché de traces de doigts et de dizaines de notifications manquées. Les messages s'accumulaient comme une avalanche numérique. Isla me demandait si j'allais bien. Sa mère me suppliait de pardonner. Des amis s'inquiétaient. Chaque texto était un écho de la même question. Que s'était-il passé? Il n'avait pas entendu son père me traiter de croqueuse de diamants ni vu la facilité avec laquelle elle m'avait trahi. Il n'avait vu que les conséquences, le vide que j'avais laissé chez moi. Je fixai son nom qui clignotait en haut de l'écran et j'ai envisagé de tout effacer. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai réglé le téléphone sur « ne pas déranger ». Faire taire le monde. Le matin était arrivé trop tôt. Assis au bord du lit défait, je me passais les mains dans les cheveux, voulant que les événements de la nuit précédente deviennent irréels. Une cafetière de café tiède était posée sur la table de chevet. J'ai pris une petite gorgée et grimacé. Mon estomac se retournait. J'ai écarté le rideau et regardé la circulation urbaine ramper en contrebas, les voitures avançant lentement comme des gens qui traversent la vie. J'avais l'impression d'être une de ces voitures enfermées, attendant la permission de bouger. Finalement, j'ai cédé et me suis propulsé hors du lit. J'ai pris une douche, laissant l'eau chaude dissiper la douleur résiduelle du rejet, et j'ai enfilé des vêtements propres que j'avais confectionnés à la dernière minute. Je me suis arrêté avant de partir, fixant mon reflet dans le miroir. J'avais les yeux injectés de sang, les joues creuses. J'avais l'air d'un homme qui avait perdu plus qu'une relation. J'avais l'air de quelqu'un qui s'était perdu lui-même. La descente en ascenseur s'est déroulée silencieusement, hormis le léger bourdonnement des machines. Dans la rue, j'ai hélé un taxi sans me retourner. J'ai donné au chauffeur l'adresse de mon café préféré, un endroit sans chichi où je me sentais comme à la maison. Assis à une table près de la fenêtre, j'ai commandé un double expresso et un bagel tout usage. Le barista a posé ma tasse devant moi avec un sourire compatissant. J'ai hoché la tête en signe de gratitude, traçant des motifs sur la céramique avec mes doigts avant de la porter à mes lèvres. L'amertume m'a anéanti. Mon téléphone a craqué. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Théo, mon meilleur ami depuis la fac, la seule personne qui m'avait vu dans mes moments les plus hauts comme les plus bas sans sourciller. J'ai laissé l'appel tomber sur la messagerie. Une minute plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Un SMS de Martina Elwell, la PDG pour qui j'étais consultante. On est toujours d'accord pour cet après-midi? Aucune autre mention. Cette familiarité m'a offert un réconfort doux amer. Le travail était le seul endroit où j'avais encore le contrôle. J'ai regardé mon reflet dans la vitre en sirotant mon café, regardant la vie défiler sur le trottoir. Une mère soutenait son enfant. Un homme d'affaires discutait dans son téléphone. Un musicien de rue jouait des notes lugubres avec un saxophone. Le monde continuait comme si de rien n'était, indifférent à la rupture dans ma vie. J'aurais aimé pouvoir me glisser dans cet anonymat, devenir un autre visage dans la foule, oublier qui j'étais censé être.
Mais je ne pouvais pas, car je savais quelque chose que ces inconnus ignoraient. Leur rire n'avait aucune importance. Leurs jugements, leurs opinions, ils n'avaient aucun pouvoir sur moi, sauf si je les trahissais. Et à cet instant, alors que la vapeur s'échappait de ma tasse et que la ville rugissait dehors, j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai récupéré mon téléphone et parcouru les messages vocaux. La voix affolée de Théo résonnait dans le haut-parleur. « Julien, mec, où es-tu? Je t'ai appelé toute la nuit. Isla m'a envoyé un texto pour me dire que tu étais parti. Écoute, à ta place, je la rappellerai. Enfin, c'est ta fiancée. » Son ton était hésitant, il avait peur d'insister. J'ai écouté sans l'interrompre. Quand il eut fini, je me mordis la lèvre inférieure et tapai une réponse simple, « Appelle-moi plus tard. » Un par un, j'ai effacé le reste. Martina confirmant notre rendez-vous. D'anciens copains de fac prenant de mes nouvelles. Même une notification de ma banque concernant une alerte de découvert. J'ai supprimé la moitié des emails de ma boîte de réception jusqu'à ce que je puisse respirer. Puis j'ai glissé mon téléphone dans ma poche et me suis levé. Le monde extérieur au café me semblait immense, débordant d'opportunités que je n'avais jamais remarquées auparavant. J'ai réalisé que pour la première fois depuis des mois, voire des années, j'étais seul. Plus tard dans l'après-midi, j'ai rencontré Martina dans son bureau. Elle leva les yeux de son bureau, l'inquiétude perçant ses yeux tandis que je lui serrais la main. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. J'ai hoché la tête. « Bien. » Je me suis assis et j'ai exposé les prochaines étapes de notre projet, en me concentrant sur le calendrier de lancement du produit et les prévisions de chiffre d'affaires. Elle m'observa d'un air indéchiffrable, puis hocha la tête et prit des notes. Le travail m'était familier. Calculatrice, tableur, stratégie. Je n'avais pas besoin d'être le soutien ou le punching ball de quelqu'un. Il fallait de la compétence, de la vision et de l'intégrité. Après la réunion, je suis retourné au café, j'ai acheté un autre expresso et j'ai envoyé un texto à Théo, « Retrouve-moi au vieux banc du parc dans 1 heure. » Il a répondu presque instantanément en chemin. Je me suis assis dehors, les épaules droites, respirant l'air printanier. Quand Théo est arrivé, il s'est laissé tomber sur le banc à côté de moi, les yeux écarquillés de questions. Je lui ai tendu mon café et j'ai dit, « Je vais bien, mec. » Pas terrible, mais ça va. Il a hoché la tête en m'observant comme un camarade blessé. Tu veux en parler? J'ai fixé ma tasse, le soleil de fin d'après-midi reflétant le bord. Je n'y retournerai pas, ai-je dit. Pas vers elle. Pas vers cette vie-là. On aurait dit un enterrement, Théo. Comme si je pleurais la mort de quelque chose que je croyais être de l'amour. Il a expiré en se passant la main dans les cheveux. Alors non. J'ai levé les yeux vers lui et j'ai réussi à esquisser un petit sourire sincère. Non, je ne le ferai pas assis là, le monde continuait son cours autour de nous, klaxons, rires d'enfants, la vie se déployant dans une explosion de couleurs. Et je réalisais que si certaines fins ressemblaient à des funérailles, elles étaient aussi des commencements. L'écho après la fermeture de la porte n'était pas une contrainte. C'était une invitation. Une invitation à entrer dans une histoire que j'avais moi-même créée. Je bus une gorgée de café, laissai sa chaleur m'envahir et me tins prêt à répondre à l'appel. Le soleil matinal filtrait à travers les stores et les lamelles douces et indulgentes, mais je ne ressentais aucune chaleur. Le café refroidissait sur le plan de travail de la cuisine, sa vapeur se dissipant comme mes derniers espoirs de réconciliation. Je l'effleurai à peine lorsqu'on frappa doucement à la porte. 3 coups délibérés qui résonnèrent trop familièrement. Mon cœur fit un bond et je restai figé, la tasse serrée dans ma main. Isla, après tout ce qui s'était passé, elle était là. Je posai la tasse avec plus de force que prévu et me dirigeai vers la porte, chaque pas pesant comme si j'attendais dans l'eau. Par le Judas, je la vis debout sur le perron, les yeux cerclés de rouge, les cheveux légèrement noueux autour du visage. Elle tenait un bouquet de marguerites froissées, ses préférées, enveloppées dans du papier de soie. C'était le matin, mais elle était arrivée directement de chez elle, sans prendre le temps de se changer ou de se calmer. Ma gorge se serra. Une partie de moi avait envie de claquer la porte et de la laisser planter là. Une autre partie de moi redoutait de voir ta douleur. J'ouvris la porte sans la saluer. La lumière du couloir se répandit entre nous. Elle regarda au-delà de moi comme si elle voyait quelque chose que je ne voyais pas. Un souvenir que j'enfouissais sous la colère. Les marguerites tremblaient dans sa main. Ses lèvres frémirent. Julien, commença-t-elle.
Sa voix tremblait comme une chanson sans refrain. Familière mais instable. Je suis tellement désolé. Je m'appuyais contre le chambranle de la porte, les bras croisés, l'observant. Ses excuses avaient l'air d'un remords répété. Je les avais déjà entendues lors de disputes qui se terminaient par un appel téléphonique et une promesse de changer. Mais là, c'était différent. Je n'étais plus le même homme qui se souciait suffisamment d'écouter. Mes excuses ne vont pas arranger les choses, dis-je à voix basse. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais elle releva le menton. Hier soir. Je n'aurais pas dû rire. Tu as raison. Les mots de mon père étaient cruels. Tu ne mérites pas ça. J'avais peur. Peur de lui. Peur de ce qu'il dirait si je te défendais. Je me figeai. Sa confession resta suspendue entre nous. Je plaçai une main sur mon cœur, sentant ses battements rapides. Tu t'es figé, répétai-je. Tu t'es figé et tu as choisi le silence. Un silence plus douloureux que n'importe quelle insulte. Elle hocha la tête, les épaules tremblantes. Je sais. J'aimerais pouvoir revenir en arrière. J'ai essayé dès que tu es sorti. J'ai pleuré auprès de ma mère. Je l'ai supplié de te retrouver et de te dire combien je t'aime. Sa voix se brisa et elle déglutit difficilement, mais elle ne voulut rien faire. Je déplaçai le bois du chambranle de la porte, m'enfonçant dans le dos. Ta mère, répétai-je. Elle était de son côté. Eslao se mordit la lèvre. Elle disait qu'il était trop fier pour admettre ses torts. Que je devais trouver le moment opportun pour que ça passe. Sa main se resserra autour des pâquerettes, les pédales s'effondrant. J'attendis. Je pensais que si j'attendais assez longtemps, tu reviendrais. Si je pouvais arranger ça moi-même sans trop le pousser. Sans le pousser. Je finis, stupéfaite par la logique. Tu veux dire sans risquer son approbation? Ses yeux brûlaient de regret. Je n'aurais jamais cru qu'il te ferait autant de mal. Je croyais pouvoir le contenir. Je fermais les yeux. Je me souvenais de son rire doux en d'autres occasions. Des moments où elle se penchait pour m'embrasser le front. Quand elle traçait les contours de mes rêves sur des serviettes dans les pizzerias. Je me souvenais d'avoir cru en elle et en nous. Mais maintenant, je sentais ce monde se briser en 1000 morceaux. Étais-je tout ce que j'étais? Quelque chose à contenir, à gérer, à négocier. Ma voix tremblait malgré mes efforts pour la maintenir calme. Elle secoua vigoureusement la tête. Non, tu as toujours été plus que ça. Elle fit un pas tremblant en avant. Tu es tout ce que j'ai toujours désiré. Mais à cet instant, j'étais quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait peur de perdre ma famille. Je la fixai du regard, pesant ses mots. Une partie de moi voulait la croire, la prendre dans mes bras, lui dire que je l'aimais toujours. Une autre partie recula, certaine que c'était le moment où elle m'avait demandé de pardonner et d'oublier, de promettre que je danserais au rythme de son père pour toujours. Elle déglutit et expira, se retirant. Julian, je suis venu te dire que j'en ai fini avec les négociations. Je ne te ferai plus subir ça. Si tu me veux, ce sera à mes conditions. Je te choisis. Sa déclaration flottait dans l'air matinal, fragile comme un gant. J'avais envie de me pencher et de lui passer les cheveux derrière l'oreille. Je voulais lui dire que c'était exactement le moment que j'attendais, la preuve qu'elle m'appréciait suffisamment pour tout risquer. Au lieu de cela, je sentais le poids de chaque instant depuis ce dîner s'abattre sur ma poitrine. J'apprécie, dis-je lentement, mais j'ai besoin de temps. J'ai besoin de savoir que tu me soutiendras même quand je ne pourrai pas. Elle marqua une pause, l'incertitude se lisant sur son visage. Je le ferai, murmura-t-elle. Je reculai, fermant la porte jusqu'au déclic. Les pâquerettes pendaient contre le bois. J'entendis ses pas s'éloigner, un léger bruit traînant, plus lourd de chagrin que je ne pouvais en supporter. Je posai ma main sur la porte un instant, écoutant sa voix s'éteindre dans le couloir comme un écho insaisissable. Dans mon appartement, la lumière matinale était froide et vide. Je m'approchai de la fenêtre et la regardai disparaître au coin de la rue, les pétales de la pâquerette s'effaçant comme si elle ne les avait jamais touchés. Mon reflet miroitait sur la vitre. Un homme déchiré entre l'amour et le respect de soi, entre le confort de ce qui fut et l'incertitude de ce qui pourrait devenir. Je retournai au comptoir de la cuisine où mon café avait refroidi des heures auparavant. Je pris la tasse et vida la dernière goutte amère. Le goût persistait, me rappelant que la guérison n'était pas un choix. C'était un processus, lent, progressif, et indéniablement le mien.
À mesure que la journée avançait, je sentais l'élan changer. Mon cœur me faisait mal, mais sous cette douleur se cachait une lueur de nouveau, le pouvoir d'agir. Je ne réagissais pas simplement. Je choisissais. Je pouvais la laisser revenir, mais à des conditions différentes. Des conditions qui respecteraient ma dignité. Où je pouvais m'éloigner, laissant derrière moi les fragments d'un avenir brisé par le rire. La réponse n'était pas encore claire, mais pour la première fois, je sentais le poids s'alléger juste assez pour voir les deux chemins. Je fermais les yeux et me concentrais sur le bourdonnement de la ville en contrebas. Le laissant me rappeler que la vie continuait, que je la suive ou non. Et dans ce bruit, j'entendis la promesse de possibilités qui m'attendait juste derrière la porte. 3 jours après la conversation à ma porte, et 2 jours après avoir envoyé ces boîtes de souvenirs au garde-meuble, je m'installai dans la chaise ergonomique de mon bureau, le soleil de l'après-midi baignant mon bureau. J'avais repris mes emails habituels, mes appels clients, mes séances de stratégie encadrées de barres blanches griffonnées d'échéanciers et d'indicateurs clés de performance. Travailler sans blessure, prévisible, jusqu'à ce que mon téléphone vibre, accompagné d'un message qui me glaça le cœur. Il venait de Martina Elwell, PDG de Vantage Technologies. J'ai ouvert la notification et lu « On peut parler ?» Urgent. J'ai eu un nœud au ventre en cliquant pour appeler. La ligne a sonné 2 fois avant que sa voix, habituellement pleine d'enthousiasme, ne devienne basse et mesurée. Julien, a-t-elle commencé, hésitante. Je viens de raccrocher avec un certain monsieur drapé de Mercé & Compagnie. Il m'a dit qu'il examinait mes dossiers pour vérifier vos finances personnelles, notamment votre historique d'investissement et vos liquidités. Son ton était neutre, comme s'il annonçait une petite urgence de plomberie plutôt qu'une atteinte à ma réputation. Quoi? J'ai forcé la surprise dans ma voix, même si je savais que cela allait arriver. Je me suis souvenu du sourire narquois de Roland à cette table. La façon dont il a testé ma confiance devant le fiancé de sa fille. Il t'a vraiment appelé 2 fois, confirma Martina en poussant un soupir d'irritation. Il prétendait que c'était une vérification préalable standard avant que j'engage un consultant ayant accès à nos levées de fonds. Mais quelque chose clochait. Il voulait mes relevés bancaires, des copies de mes lettres de preuve de fonds, et même mon rapport de solvabilité personnelle. J'ai pressé mes tempes du bout des doigts, sentant mon sang battre à mes tempes. Le cabinet de Roland Mercé, l'institution même qui m'avait recraché pour plaisanter, instrumentalisait les protocoles de l'entreprise pour me miner. Merci de me l'avoir dit, dis-je en me levant et en arpentant la pièce. Ma veste de costume était soigneusement accrochée à un crochet. Je n'avais pas pris la peine de la remettre. Je me suis passé la main dans les cheveux et j'ai essayé de calmer ma voix. Je suis d'accord, répondit-elle, sa confiance discrète étant une bombe. Mais j'ai besoin que tu m'expliques tout ça. Aide-moi à expliquer à mon conseil d'administration pourquoi ces vérifications sont inutiles et pourquoi je te fais confiance. J'ai ravalé l'envie de décharger ma frustration pour pester contre la duplicité de Roland. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête, imaginant qu'elle pouvait voir le geste à travers le téléphone. Je t'enverrai une brève déclaration décrivant mes qualifications et la raison pour laquelle ces demandes sont sans intérêt, et je te ferai parvenir toute documentation pertinente de manière préventive. Relevé bancaire, justificatif de fonds, résumé complet du portefeuille. Cela devrait les empêcher de faire pression. Merci, dit Martinez. J'apprécie ton aide. Je te tiendrai en copie pour toute autre demande. Elle a raccroché, me laissant les yeux fixés sur la vignette vide de l'appel vidéo sur mon écran. Une colère sourde a surgi. Colère contre Roland pour avoir orchestré tout cela, contre Eslaw pour m'avoir envoyé un gage d'amour pendant que son père évoluait dans l'ombre. Ce n'était pas seulement une tentative de m'humilier socialement. Il cherchait maintenant à me dénigrer professionnellement. J'ai ouvert un nouveau document intitulé « Déclaration d'intégrité financière » et j'ai commencé à taper. J'ai détaillé mes honoraires de consultant, mes références bancaires, mes états financiers audités, et même une lettre notariée de mon comptable. J'ai recoupé chaque chiffre, en veillant à ce que chaque œil soit pointé et chaque T barré. C'était plus qu'une simple tentative de limiter les dégâts. C'était une véritable armure. La preuve que ma place était dans les salles de réunion, pas seulement à table. En début de soirée, j'avais envoyé le colis à Martina, accompagné d'un bref mot. Je suis désolé que tu aies dû t'impliquer dans cette affaire, mais j'apprécie ta disponibilité à me soutenir. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin d'autre chose. Cliquer sur « Envoyer » fut comme un coup de feu à travers Mercé & Compagnie Espa. Je me suis adossé à mon fauteuil,
sentant la tension se dissiper de mes épaules et me faire signe. Ce soir-là, je n'ai pas appelé Isla. J'étais trop épuisé par la dispute. Au lieu de cela, je me suis servi un verre de bourbon pur et je me suis installé sur le balcon, avec la silhouette de la ville, un patchwork de lumière et de fenêtres tamisées. Une brise fraîche apportait de l'air, bruissant les feuilles d'un ficus en pot que j'avais oublié d'arroser récemment. J'ai bu une gorgée et regardé au loin, avec un goût de chêne et de fumée. Je pensais au silence entre nous, un silence plus profond que les insultes de son père. Le lendemain matin, une lettre est arrivée à ma porte. La lourde enveloppe portait l'écriture d'Isla, élégante et précise. Je m'arrêtai avant de l'ouvrir, pressentant un piège. Lorsque je brisai enfin le sceau, je trouvai à l'intérieur 5 photos de notre voyage dans les vignobles de Tuscaniani au coucher du soleil, une statue de bronze sur une place perchée sur une colline, 2 visages souriants trinquant avec du qui. Sous les photos se trouvait une feuille de papier à lettres de sa main, un long paragraphe d'excuses, de supplications, promettant que nous pouvons encore y arriver si tu acceptes de me rejoindre à mi-chemin. Elle y parlait de nos rêves communs. Une maison au bord du lac, les petits déjeuners du dimanche matin, un jour, peut-être des enfants. Je tenais la lettre à bout de bras et ressentis quelque chose d'étrange. Pas un battement d'affection, pas de regret, juste la certitude glaciale que je lisais un écho du passé, pas une invitation à l'avenir. Je traçai le contour d'une photo, nous sous un cyprès, une lumière dorée auréolant nos têtes. Le souvenir me réchauffa la poitrine un instant avant de se dissoudre comme le bord sucré de cette glace que j'avais fait couler sur mon poignet. Je posai les photos sur la table à manger et les regardai, là, comme de magnifiques fragments statiques d'une histoire que j'avais close. Je réalisai que si Roland s'était attaqué à mes finances, le silence d'Isla pendant cette bataille avait été la trahison la plus profonde. Elle savait qu'il pourrait tenter quelque chose. Elle savait à quel point cela pouvait être dangereux. Et pourtant, elle n'avait rien fait jusqu'à ce que son propre réconfort la rappelle. Ces mots dans la lettre sonnaient creux comparés au poids des actes de son père. Je rassemblai les photos et le papier à lettres dans une enveloppe et écrivis une seule ligne au recto. Retourner. Plus d'actualité. Je ne la franchissais pas. Je la laissai sur mon bureau, monument silencieux d'un chapitre que je refusais de poursuivre. Cet après-midi-là, j'appelai Martina. Julien, me salua T.L., l'inquiétude mêlée de gratitude. Ils ont reçu vos documents et ont abandonné la demande. Ils ont dit que c'était une erreur administrative. Bien, dis-je, le soulagement et la justification se mêlant dans ma poitrine. Merci de leur avoir tenu tête. Elle marqua une pause. Je suis contente de l'avoir fait, mais surtout, je suis contente que vous l'ayez fait aussi. En raccrochant, j'ai senti un changement, un tournant décisif dans le récit de ma vie. Il ne s'agissait pas de gagner ou de perdre. Il s'agissait de refuser d'être réduite au silence ou diminuée, que ce soit par les caprices d'un père riche ou par un amour qui ne voulait pas me défendre. La menace d'un costume avait été neutralisée. Mais la plus grande menace, ma propre volonté de rester, avait déjà été vaincue. Je me suis servi un autre verre de bourbon et l'ai levé vers le soleil couchant, vers l'indépendance, le respect de soi, et vers le prochain chapitre, écrit de ma main, libéré du rire qui avait autrefois tout mis fin. Le matin où j'ai accepté de rencontrer Marie Mercé, j'ai senti le poids de 1000 questions non formulées peser sur moi. Sa demande était arrivée dans un courriel si bref qu'il semblait presque brusque. On peut parler ? J'ai quelque chose pour toi. Je fixai son nom sur l'écran plus longtemps que je ne voulais l'admettre, puis je rédigeai une réponse polie suggérant un café du centre-ville à 23 heures. Le moment venu, je me rendis chez Ellington & Company, sur Maple Avenue. Ce n'était pas le lieu chic où j'avais espéré célébrer mes fiançailles, mais un modeste bistrot dont les nappes en lin et les chaises dépareillées laissaient entrevoir une chaleur authentique. Elle était déjà là à mon arrivée, assise à une table d'angle sous un tableau de fleurs sauvages. De près, Marian paraissait différente. Ses cheveux, autrefois parfaitement coiffés, retombaient en vagues lâches sur ses épaules. De fines rides encadraient ses yeux, non pas dus à l'âge, mais aux années passées à garder une vérité qu'elle n'osait pas dire. Elle se leva à mon approche et m'offrit un sourire hésitant, me tendant une main que je serrai doucement. Son toucher était froid, ses jointures fines et pâles. « Merci d'être venu, dit-elle d'une voix plus douce que dans mes souvenirs. Nous nous assîmes et un serveur apparut aussitôt avec les menus, mais Marianne lui fit signe de partir. « Je n'ai pas faim, dit-elle en tournant son regard vers la fenêtre. J'acquiesçai et attendis qu'elle poursuive. Elle prit une profonde inspiration, comme pour se préparer.
Je suis désolé pour ce que Roland a dit, commença-t-elle, le regard perdu dans le vague. Je suis désolé pour ce qu'Isla a fait. Ces mots trébuchèrent au centre de la table, vulnérables et crus. Je ne m'attendais pas à des excuses de sa part, seulement de la part de cet homme formidable et puissant que j'avais autrefois appelé mon futur beau-père. Ce n'était pas seulement mon père, dit-elle en joignant les mains. C'était nous tous. Nous ne t'avons pas vu. Nous avons vu notre fille, notre héritage, et tout ce que nous pensions que tu représentais. Et aucun de nous n'a pris le temps de réfléchir à la cruauté que cela représentait pour toi. J'observais son visage, cherchant la Marie et moi que nous avions connue autrefois. Le doux rire dans ses yeux, la façon dont elle complimentait ma cuisine lors de notre premier dîner de fête, la brève chaleur dans son regard lorsqu'elle pensait que j'étais le bon parti pour sa fille. Mais sous ces souvenirs se cachait une caverne de trahison, de silence, de rejet et d'une soirée dévastatrice. J'inspirais lentement. Merci, dis-je. C'était la seule réponse que je pouvais trouver sans me briser. Marian fouilla dans son sac à main et en sortit une petite boîte en velours. Mon cœur s'emballa lorsqu'elle la plaça entre nous. J'hésitais avant de l'ouvrir, comme si une partie de moi craignait un autre piège. Mais à l'intérieur se trouvait une bague en argent sertie d'un saphir sombre, dont la pierre brillait comme un secret sous la douce lumière du café. C'était à moi avant que je ne vienne épouser cette famille, dit-elle, ses doigts effleurant le bord de la boîte. Ta grand-mère me l'a offerte pour mes 21 ans. Je l'ai portée pendant des années, en souvenir de qui j'étais avant de devenir l'épouse de Roland Mercé. J'ai soulevé la bague, admirant son élégance simple, son anneau lisse, la pierre d'un bleu profond qui reflétait la lumière et ses ondulations changeantes. Elle est magnifique, ai-je murmuré en sentant son poids dans ma paume. Marian a souri, mais il n'a pas atteint ses yeux. Je l'ai cachée ces 30 dernières années, craignant ce que mes beaux-parents diraient s'ils l'apprenaient. Mais après ce qui s'est passé à Castellin, j'ai compris qu'il fallait que quelqu'un lui donne une nouvelle vie, quelqu'un qui comprenne l'estime de soi. Elle s'est arrêtée et j'ai remarqué que ses épaules s'affaissaient, comme si elle avait porté un fardeau trop longtemps. Pourquoi moi, ai-je demandé, surprise par la boule dans ma gorge. Parce que, a-t-elle dit d'une voix ferme. Tu as refusé de sacrifier ta dignité. Tu as quitté ce dîner plutôt que de subir la définition que quelqu'un d'autre donnait de ta valeur. J'ai passé ma vie à conformer une fille obéissante, une belle épouse, une mère invisible. Mais tu t'es défendue. J'ai ressenti une vague d'émotion, de gratitude, de douleur et d'espoir, mêlée à un nœud que je ne pouvais démêler. Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu l'accepteras, m'a-t-elle exhorté en se penchant en avant. Non pas comme un cadeau de ma part, mais comme un symbole de ta propre valeur. Laisse-la te rappeler que tu ne dois ta dignité à personne. J'ai glissé la bague à mon doigt, surpris par sa parfaite adéquation. La surface fraîche du saphir reposait contre ma peau, un engagement silencieux que je pouvais choisir ma propre voie. J'ai levé les yeux vers Marianne, percé par le courage discret dans ses yeux. Merci, ai-je répété, pensant chaque syllabe. Elle a expiré, fermant les yeux un instant avant de les rouvrir avec une clarté que je ne lui avais jamais vue. De rien. Et Julien, elle s'est arrêtée comme si elle choisissait soigneusement ses mots. Sache que tu mérites quelqu'un qui t'apprécie sans hésitation. J'ai hoché la tête, goûtant la vérité de sa déclaration. Pendant trop longtemps, j'avais cherché l'approbation de quelqu'un d'autre. Mes propres doutes, issus d'une famille qui vivait du privilège. Maintenant, avec cette bague, je revendiquais une nouvelle forme d'approbation, la mienne. Nous nous attardâmes à table, discutant. Tranquillement de mon travail de consultante ou de mes projets artistiques, des petites tragédies et des triomphes qui avaient jalonné sa vie. Pour la première fois, je la voyais non pas comme la mère d'Isla ou l'épouse de Roland, mais comme Marianne, une femme qui avait retrouvé une part d'elle-même. L'agitation du café s'estompa autour de nous jusqu'à ce que je ne perçoive plus que la présence constante de sa sincérité. En partant, la bague scintilla à ma main comme un phare. Dehors, le soleil me réchauffait le visage tandis que je descendais Maple Avenue. Je marquai une pause, levant la main pour sentir le saphir refléter la lumière. Je repensais à tout ce que j'avais perdu et à tout ce que j'avais à gagner. Le poids de cette bague me rappela que la dignité n'était pas négociable et que l'estime de soi n'était pas un privilège à s'accorder. C'était un droit à revendiquer. Alors que la silhouette de Marianne s'éloignait derrière la vitrine du café, je pris une profonde inspiration. Respirer et avancer. Pour la première fois depuis des mois, je me suis senti ancré, non pas à une promesse faite à une table assaillie par des rires, mais à une conviction inébranlable dans ma propre valeur.
Et avec cette certitude, je savais que mon histoire continuerait mes conditions, ring on finger, s'était tenu haut. J'ai regardé les piles de boîtes en carton bordant le salon, chacune étiquetée dans mon écriture soignée. Livres, vêtements, cuisine, souvenirs. Le condo se sentait caverneux maintenant, son écho me rappelant chaque argument que nous avions jamais eu et toutes les promesses qui s'étaient tranquillement démêlées. C'était autrefois notre sanctuaire, mais maintenant chaque mur a appuyé avec les fantômes des conversations dont je ne voulais plus me souvenir. J'ai cassé la boîte fermée et je l'ai scellée avec du ruban adhésif, la bande rugueuse attrapant le bout des doigts comme si je me rappelant le coup du départ. Mes mains tremblaient alors que je levais la boîte suivante. Photos de Tuscaniani, nos journaux de voyage, l'impression en toile du coucher de soleil du vignoble que nous avions discuté de suspendre dans la chambre. Je les portai au foyer et l'empila soigneusement à côté de la porte d'entrée. Chaque placement ressemblait à une décision. C'est là que le passé reste. Au-delà de ce point se trouve un avenir que je construisais seul. L'endroit entier sentait le carton et la poussière, comme une bibliothèque abandonnée pendant trop longtemps. Cela faisait du bien d'une manière étrange, libérant comme si chaque article emballé comprimait le poids des anciens compromis. Je m'arrêtai dans le couloir, écoutant le bourdonnement doux du réfrigérateur et le son lointain du trafic ci-dessous. Mon téléphone a bourdonné, une notification de Martina confirmant sa réunion du conseil d'administration ajournée tôt après avoir résolu ce frottis financier. J'ai souri à la petite victoire, puis j'ai glissé le téléphone dans ma poche et je me suis retourné aux boîtes. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation maintenant. J'ai bougé méthodiquement, tirant des livres des étagères, triant des vêtements dans le placard, récupérant les couteaux de la cuisine enveloppés dans une enveloppe à bulles. Quand j'ai atteint la chambre, j'ai trouvé notre lit dépouillé au matelas, l'ours de tête de lit des photos que nous y avions épinglées. J'ai fermé les rideaux et rassemblé les draps et les oreillers, les me regroupant dans une couverture de feuilles. La soie kilt que nous avions discuté, celui qui, selon elle, ne correspondait pas, est entré dans la dernière boîte étiquetée. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la pièce vide et j'ai senti le sillage creux de la perte, mais aussi le frisson de l'opportunité. Le buzzer a sonné. J'ai hésité, momentanément, instable par l'idée que quelqu'un pourrait me voir démanteler ma vie. Ensuite, j'ai appuyé sur l'interphone. « C'est moi », dis-je. La voix de Théo a crépiré. « Besoin d'une main ?» Je l'ai bourdonné. Quelques minutes plus tard, il est apparu dans le foyer, souriant provisoire et sympathique. Sa présence était une attache à l'époque meilleure, un rappel que je n'avais pas fait cela seul. Nous avons hissé des boîtes ensemble, les empilant dans sa voiture avec une précision militaire. Il a fait des blagues pour soulager ma tension. Et, n'étiquetez pas tous tes regrets d'hiver, taquina-t-il, me faisant rire malgré moi-même. Même les rires ne semblaient pas familiers maintenant, mais bien. À chaque boîte chargée, le condo avait l'air plus vide, ma réflexion dans la fenêtre poussant plus petit que le soleil glissait plus bas dans le ciel. Lorsque la dernière boîte a été sécurisée dans le coffre, j'ai fermé la porte derrière moi et inhalé l'air plus mince et plus libre. Théo a jeté un bras autour de mes épaules. « Ça va, mec ?» il a demandé. J'ai brossé sa main, souriant refuli. « Je serai. » Son signe de tête était patient, la compréhension plus que les mots ne pouvaient transmettre. Je suis revenu à l'intérieur pour un balayage final. Les sols nus se sont effrayés sous mes chaussures, les échos plus forts qu'auparavant. J'ai traversé chaque pièce, touchant le mur où nos photos de mariage avaient suspendu. En marchant sur le sol, nous avons dansé le samedi matin calme. J'ai chuchoté un adieu calme à la vie que j'imaginais autrefois, à la personne que j'étais quand je pensais que rien signifiait pour toujours. À la porte d'entrée, je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière une dernière fois. Les chambres vides ne présentaient aucune menace maintenant, seulement un potentiel. Je pensais qu'une fois que j'ai cessé de porter ces boîtes de mémoire, je me sentirais plus légère, prêt à remplir de nouveaux espaces avec des histoires différentes. J'ai verrouillé la porte et glissé la clé sous le tapis, un geste de finalité et de libération. Théo attendait par sa voiture, son ralenti du moteur, les phares éteints. Je l'ai rejoint sur le siège passager, les boîtes de souvenirs prenant la majeure partie du dos. Alors que nous nous éloignons, le condo a disparu derrière une courbe, et j'ai senti une profonde découpage silencieuse dans ma poitrine. C'était le silence après la fermeture, la pause avant un nouveau départ. Cette nuit-là, je n'ai déballé qu'une seule boîte dans mon appartement temporaire, celui que Marianne m'avait donné. J'ai mis la bague en saphir en argent sur la table de nuit. Sa pierre sombre attrapant la lampe légère. Je n'avais pas besoin de photographie ou de revue en ce moment. J'avais besoin de ce rappel.
Cette dignité est quelque chose que vous portez avec vous, pas quelque chose que vous laissez derrière. Je me suis allongé sur le matelas d'une chambre inconnue, écoutant le bourdonnement de la ville à travers la fenêtre ouverte. Les boîtes, nichées dans le stockage, avaient condensé mon passé dans des conteneurs soignés. À leur place, j'ai ressenti l'espace pour respirer, choisir, devenir quelqu'un. Non défini par les rires ou l'approbation des autres. Et comme le sommeil m'a enfin réclamé, j'ai réalisé que parfois le plus honnête les emballages ne sont pas des biens, mais des vérités. Incolté, ininterrompu, finalement non lié. Une semaine après le cadeau de Marianne, je me suis assis à mon bureau en passant par les propositions de clients lorsqu'une alerte est apparue sur mon ordinateur portable. Une demande de rapport de crédit que je n'ai pas reconnue. Le pilote de tête Mercé Echo en majuscule froid. Mon estomac est tombé. J'ai cliqué pour voir les détails et j'ai vu plusieurs demandes difficiles datées il y a seulement 2 jours. Demande de mon historique de crédit, des soldes bancaires et même des demandes de prêts que je n'avais jamais faites. Mon pouls a engendré. Roland avait promis une subtilité. C'était un sabotage carrément. J'ai fermé mon ordinateur portable, je me suis tenu et j'ai rythmé la longueur de mon bureau. La lumière du soleil passant à travers les stores était trop brillante, trop révélatrice. J'avais besoin de preuves. J'ai composé un contact mutuel à First National Bank, un agent de conformité. Je faisais confiance. Ma voix était stable malgré le tremblement que je ressentais à l'intérieur. Pouvez-vous confirmer si Mercé et l'entreprise ont demandé mes déclarations? J'ai demandé. Il y a eu une pause, puis un soupir poli. Oui, ils l'ont fait. Nous l'avons signalé comme inhabituel et avons nié la demande, épinglé votre autorisation. Le soulagement et la fureur dans ma poitrine à la fois. Ils ont essayé de se glisser sous le radar, mais les réglementations bancaires les avaient attrapés. J'ai remercié mon contact et raccroché, m'émerveillant par le double bord de la bureaucratie. Cela m'a retenu dans mes propositions, mais m'a également protégé des tactiques prédatrices. Ce soir-là, j'ai confronté Islao sur un café à Blackwell. Ses yeux s'écarquillèrent lorsque je glissai mon téléphone à travers la table, montrant les demandes. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, puis de retour à moi, les joues pâlissaient. Julien, je jure que je ne savais pas. Sa voix tremblait comme une flamme de bougie. J'ai plié mes bras, je me suis penché en avant et j'ai regardé ses yeux. Vous ne saviez pas ou vous avez choisi de ne pas me le dire? Mon cœur battait. J'avais besoin d'honnêteté, pas de plus d'excuses. Elle détourna les yeux, avalant fort. J'ai demandé à papa d'aide pour réparer les choses après ce dîner. Il a dit qu'il le gérerait professionnellement. Je n'ai pas demandé de détails. Ses paroles me ressentaient comme un coup de poing. J'ai fermé les yeux, rappelant la nuit à Castellin. La façon dont son rire m'avait tranché à travers moi. Maintenant, j'ai réalisé que son père n'avait jamais cessé de couper. Elle l'avait recommandé, pensant qu'il pouvait effacer la douleur avec les manœuvres d'entreprise. Le café entre nous froid. Je l'ai bu en une seule avalée et j'ai déposé la tasse fort. Vous l'avez à nouveau impliqué, ai-je dit. Tu as armé mon nom. Ma voix était faible, contrôlée, mais chaque mot martelait la table. Elle a tendu à travers, mais je me suis retiré. J'ai fini d'être des dommages collatéraux. Sa main planait sur la mienne, tremblant. S'il te plaît, Julien, j'essaie. J'ai secoué la tête. Essayer ne suffit pas. Pas quand tu le laisses me tester comme ça. Ses lèvres tremblaient. Café Lights. Ma propre intégrité. Tard dans la nuit, rédiger des plans de marketing à down et négocier des contrats avec une confiance retrouvée. Mon téléphone n'est plus bourdonné de plaidoyer d'Isla ou de sa famille. Le silence était déconcertant au début, mais progressivement, il ressemblait à une respiration. Un après-midi, j'ai reçu un email de Mercé Compagnie. Leur avis d'erreur de bureau a été bref. Ils ont regretté tout inconvénient et ont confirmé qu'aucune autre demande ne serait faite. J'ai lu les lignes 2 fois, puis j'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis penché en arrière sur ma chaise. La bataille sur mes finances. J'ai regardé par la fenêtre sur le paysage urbain, la lumière du soleil attrapant les façades en verre de Haïg. J'ai pensé à toutes les fois que j'avais compromis, j'ai essayé de s'intégrer dans des moules qui ne sont pas destinés à moi. Les demandes de crédit avaient été un affront, mais ils m'avaient également forcé à récupérer la propriété de mon histoire. J'ai siroté mon eau et souri, une courbe lente et authentique. Mon nom était sur mon rapport de crédit et à mes conditions.
J'étais plus que l'arme de Mercé ou le projet d'Eslao. J'étais Julien Mercé. Non, Julien Maurice, debout ferme dans le mien vert. 2 mois s'étaient écoulés, et à cette époque, je m'étais installé dans un rythme que je ne connaissais pas depuis des années. Mes matins ont commencé avec le café sur le balcon, l'ordinateur portable ouvert au délai du projet et aux mises à jour des clients. J'avais repris la journalisation, remplissant des pages d'aspiration plutôt que des angoisses. J'avais même commencé à assister à un cours de poterie de week-end, surpris de voir à quel point il était apaisant de pétrir l'argile dans des bols simples, de petites créations que je pouvais tenir, sans attente. La vie avait retrouvé sa forme, définie par mes choix plutôt que par la conception de quelqu'un d'autre. Puis mon téléphone a bourdonné, interrompant un appel de Zoom avec Martina. J'ai fait taire la réunion, m'excutant pour passer l'appel en privé. L'affichage a montré le nom d'Islao. Ma poitrine s'est resserrée, un désabonnement réflexif d'anticipation et de lassitude. Il y a 2 mois, j'aurais pu répondre avec hope. Maintenant, j'ai répondu avec un calme gardé. Bonjour, pas de sanglots cette fois. Aucune excuse effrénée, juste une respiration douce à l'autre bout, mesurée et stable, Julien, a-t-elle dit. Sa voix avait une confiance que je n'avais pas entendue auparavant. Pas de coupe plaidatrice, pas de préambule tremblant. J'ai besoin de vous dire quelque chose. J'ai fermé les yeux et je me suis penché contre le mur, je me prépare. Allez-y. Elle a inhalé. J'ai vu quelqu'un de la fondation. Moi, et peut-être que je cherche quelqu'un pour me sentir digne sans test ou en blague. Avance. Heureux que vous ayez trouvé quelqu'un qui vous apprécie, dis-je, surprise de la facilité avec laquelle les mots sont venus. Vous méritez cela. Elle fit une pause. Pendant un moment, je craignais qu'elle puisse vous excuser à nouveau, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a continué, j'ai appelé parce que je voulais vous remercier. Les mots étaient tellement inattendus que je blissais. Merci de m'éloigner. Je vois maintenant que vous m'avez montré ce que signifie vous honorer. N'avait rien à voir avec la nostalgie. Merci, Isla. Au revoir. Au revoir, elle a fait écho plus à soft cette fois. J'ai terminé l'appel et placé le téléphone sur la table à côté de moi. J'ai laissé échapper une respiration lente et fermé les yeux, goûtant le triomphe silencieux dans les airs. Il y a 2 mois, sa confiance calme aurait été suffisante pour me remonter en moi. Maintenant, c'était comme une bénédiction sur un chapitre déjà fermé. J'ai ramassé mon journal et écrit une seule ligne. La fermeture est son propre cadeau. Ensuite, j'ai tourné la page et j'ai commencé à esquisser le contour d'un nouveau bol que je prévois de façonner en argile, un navire destiné à contenir de l'eau douce, pas des souvenirs rassis. Cette nuit-là, alors que le crépuscule s'installe sur la ville, je me tenais sur mon balcon, regardant les lumières éveillées sur l'horizon. J'ai glissé l'anneau en saphir argenté, le cadeau de Marianne, dans ma paume et tracé sa bande lisse. Cela m'a rappelé que les liens les plus forts sont ceux que vous forgez avec vous-même, incassables parce qu'ils découlent de la vérité de qui vous êtes. Et dans cette douce affirmation, je me suis senti une douceur dans mon cœur, une célébration silencieuse des fins qui vous libèrent et les débuts nés de la résolution. La conversation finale n'était pas un adieu comme un début, une promesse que le respect de soi, une fois affirmé, peut vous conduire partout où vous choisissez. L'enveloppe est arrivée un mardi après-midi, sans prétention et simple, reposant sur le tapis de bienvenue comme n'importe quel autre courrier. Je l'ai transporté à l'intérieur, en attendant un projet de loi ou une sollicitation. Mais quand je l'ai retourné et que j'ai vu le script élégant de Marianne, ma poitrine s'est resserrée. Je ne lui avais pas parlé depuis ce matin au café où elle m'a décerné la bague en argent. Et dans les semaines qui ont suivi, sa présence était devenue une balise tranquille dans ma vie. J'ai coupé l'enveloppe ouverte et déplié une feuille de toile enveloppée de tissu. Sous le papier doux se trouvait une petite peinture d'un quai altéré s'étendant dans un lac ondulant pâle au coucher du soleil, des couleurs d'or fondu en fonte dans le ciel de lavande, se lit dans une brise douce et une seule chapelure en bois attachée à un poteau. J'ai levé la peinture et tenu contre le mur en face de mon bureau, juste assez haut pour que la lumière décollée du crépuscule attrape la surface de l'eau. La scène était familière et étrangère à la fois, pas des vignobles de Tuscany ou du canon de l'Audinet, mais quelque chose de plus silencieux, plus stable et infiniment plus optimiste. J'ai passé mes doigts sur les coups de pinceau, imaginant la main de Marianne guidant la peinture. Peut-être se souvenant des soirées qu'elle a passées une fois à rêver de son propre avenir avant qu'il ne soit façonné par le design de quelqu'un d'autre. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'elle m'avait envoyé plus qu'un cadeau. Elle m'avait envoyé un rappel de possibilités, de convictions calmes.
Plus tard dans la soirée, je me suis retrouvé à m'attarder dans le salon, la peinture brillante doucement sous la poutre chaude de la lampe. Les bouteilles de bourbon et de verre sur la table basse semblaient plus fortes, les bords de la pièce nette, mais le quai a dérivé sous mes yeux comme une promesse de silence. Je me suis versé une mesure et je me suis installé dans le fauteuil face à la toile, en verre à la main. Il était étrange de voir comment une seule image pouvait prendre autant de poids, un manifeste silencieux qui parlait de départ et de retour, de courage et de confiance dans ses propres repères. J'ai aussi réalisé que cette révolution, mon départ d'une vie qui m'a presque brisé, n'était pas une éruption de colère, mais un changement de calme, comme l'eau qui trouvait un nouveau cours. Cette nuit-là, le sommeil est venu facilement, et je rêvais de me tenir au bord de ce quai, les orteils brouillant le bois frais, la surface du lac reflétant un ciel sans fin. Je ne ressentais ni peur ni perte, seulement la préparation à avancer comme si l'équilibre avait été rétabli. Le matin, j'ai fait du café et je me suis resté à nouveau devant la peinture, imaginant que je pouvais sentir la brume des lacs et entendre des huards éloignés appeler à travers l'eau. J'ai récupéré un cadre vide du placard de rechange et monté la toile à l'intérieur, puis je l'ai transporté au mur au-dessus de ma table de cuisine, un endroit où les repas seraient partagés, des idées hachées, des appels téléphoniques avec des amis et des clients. Au cours des prochains jours, le tableau a fait partie de ma routine. Lorsque les emails de travail se sont empilés ou une négociation difficile du client m'a laissé évoluer, je regardais loin de l'écran et trouvais du réconfort dans l'invitation silencieuse du doc. Le week-end, j'ai retiré le tableau et je l'ai transporté dans ma classe de poterie, esquissant la scène sur une plaque d'argile avant de mouler sa forme dans un bol peu profond. Mes mains se souvenaient de la douceur du balancement des lectures alors qu'elles ont façonné le bord. Et j'ai pensé aux paroles de Marianne. Vous ne devez à personne votre dignité. Chaque bobine d'argile ressemblait à une extension de ce quai. Un navire construit pour ne contenir que ce que j'ai choisi de mettre à l'intérieur. Un après-midi, la peinture a attrapé la lumière d'une manière qui a transformé le ciel de la lavande en violet profond. Ma sœur a appelé alors, sa voix lumineuse et curieuse. Quoi de neuf avec toi, elle a demandé. Je lui ai parlé de la peinture, de la poterie, de la sensation de se réveiller chaque jour sans relâche. Elle rit, son rire chaleureux et authentique, comme si elle attendait d'entendre que j'avais trouvé la paix. J'ai décrit comment j'avais suspendu la toile au-dessus de la table de la cuisine. Comment chaque repas se sentait maintenant imprégné de but. Comment j'avais commencé à planifier une escapade d'un week-end dans une cabine au bord du lac. C'est comme si vous vous redécouvrez, a-t-elle déclaré. J'ai souri, regardant vers la peinture, reconnaissant dans ce simple acte de suspendre un miroir pour mon âme. Je le suis, dis-je. Et c'est exactement le rappel dont j'avais besoin. Ce soir-là, j'ai invité Théo à dîner. J'ai cuit des pâtes avec des tomates fraîches, de l'ail et du basilic. Le genre de repas qui a rempli la maison de rire et d'histoire au lieu de tension. Pendant que nous mangeons, le tableau les surveillait, ses couleurs en sourdinent une présence constante. Théo a soulevé son verre en respectant l'autorespect, il a grillé et j'ai tincé mon verre contre le sien, sentant les échos de mon voyage s'installer dans des rythmes plus stricts. Plus tard, seul à nouveau dans la lampe à lampe douce, j'ai tracé le bord du quai avec mon regard. Ce que Marianne m'avait donné était plus qu'une peinture. C'était un emblème vivant de la révolution tranquille que j'avais menée en moi. Pas de grande proclamation, pas de bataille dramatique, juste le courage de s'éloigner, la grâce de récupérer ma valeur, et la sagesse pour accrocher un rappel dans ma maison que parfois les transformations les plus profondes sont venues en traits de couleur sur toile. Et alors que je éteignais les lumières et que la pièce s'adoucit dans l'ombre, je savais que je portais ce quai en moi, prêt pour tout lever de soleil. 6 mois s'étaient passés depuis que je me suis éloigné pour la dernière fois du condo qui avait tenu des promesses auxquelles je ne croyais plus. À cette époque, j'avais trouvé une modeste maison à la ville, une tige fixante avec de la peinture épluchante et des planchers affaissés, mais avec une vue sur les bois qui ressemblait à une possibilité. J'avais passé des week-ends à gratter du papier peint et à repeindre les murs, à mesurer les carreaux pour le dosseret de la cuisine et à ramener la vie dans un jardin qui avait langui par négligence. Tout ce que j'ai touché portait mes empreintes digitales et mon intention. De la terrasse fraîchement tachée au nouveau luminaire dans le couloir, chaque amélioration ressemblait à une déclaration. Cette maison était à moi, construite à mes conditions. Par un matin d'automne net, je suis monté sur cette terrasse avec une tasse de café noir à la main, la vapeur se mêlant à l'air frais comme je regardais la lumière dorée filtrant à travers la cime des arbres. J'ai glissé l'anneau en saphir en argent sur ma tête et sur mon doigt, sentant le poids frais de la pierre se mettre en place. Le cadeau de Marianne était maintenant contre ma poitrine, caché sous ma chemise, mais jamais loin de mes pensées.
Cela m'a rappelé que la dignité n'était pas quelque chose que les autres ont été accordés, mais que je suis revendiqué par moi-même. J'ai parcouru le pouce sur la pierre sombre et j'ai pensé à tout ce qui m'avait conduit ici, le rire qui a rompu mon engagement, les attaques financières, les silences et les excuses et les petites révolutions qui avaient redéfini ma valeur. En mettant mon manteau autour de moi, j'ai imaginé que le jour quitterait cette maison à quelqu'un d'autre, si cela se produisait, et je me demandais s'il sentirait l'écho de ma détermination dans les murs. Mais pour l'instant, il m'appartenait, et j'avais l'intention de vivre pleinement dans cette propriété. Je me retire à l'intérieur, le plancher en bois gémissant sous mes bottes et me dirigea vers la fenêtre donnant sur le salon. Là, au-dessus du manteau, j'ai placé la peinture du quai de Marianne au coucher du soleil, un testament de la résilience tranquille. En dessous, assis un flacon de Bourbon, une pile de livres sur la stratégie commerciale, et une croissance personnelle, et un petit ferni-tempo nommé Grèce. La pièce se sentait à la fois vive et pleine d'espoir, équilibrée entre la fonction et le confort. Cet après-midi-là, je me suis retrouvé au centre-ville en faisant des courses pour la rénovation, en ramassant des planches de chêne pour la nouvelle balustrade d'escalier, en choisissant une tache extérieure de Wederzistan et en sélectionnant un verre muet pour la porte d'entrée. À chaque arrêt, les commerçants m'ont accueilli par leur nom, me demandant comment le projet se produisait. J'ai ressenti le plaisir du soutien communautaire, un contraste avec la soirée à Castellin, où je me sentais si bien seul. Alors que je chargeais le dernier des fournitures dans mon camion, mon téléphone a bourdonné un message. La pendaison de crémaillère le mois prochain de Martina. J'ai souri, tapant, comptez-moi. Quelques instants plus tard, un texte de Théo. Apportez ce Bourbon. J'ai souri à la coordination parfaite d'amis et j'ai célébré l'indépendance. De retour à la maison, j'ai vidé le camion dans le garage et transporté des boîtes d'outils à l'intérieur. Je m'arrêtai au seuil de la chambre principale, maintenant pas un charbon de bois pâle qui a attrapé la lumière dans des chuchotements subtils. J'ai posé de nouveaux planchers de bois franc ici la semaine dernière, leur surface brillant sous la présentation des ventilateurs de plafond. Je me dirigeais vers le centre de la pièce et mettais des cercles lents, imaginant un lit où une seule personne a dormi, un bureau où j'écrivais de futures propositions et histoires, et un coin où j'avais installé un petit enregistrement pour remplir l'espace de musique que j'ai choisi. J'inturce le péché de peinture et de pain frais, me sentant ancré dans la réalité de ma propre création. Le soir, je me suis assis à la table à manger, une vieille pièce de ferme que je me suis réintégrée, avec des plans répartis avant moi. Les jambes tournées de la table et la surface rustique ont complété l'anneau saphir. Sa profondeur bleue est un point de mise au point régulier alors que je dessinais la disposition des étagères intégrées. À chaque coup de crayon, j'ai ressenti la convergence de la vision et de l'action. Il ne s'agissait plus de passer à autre chose. C'était de construire une vie qui reflétait chaque leçon que j'avais gagnée. Respect de soi, résilience et authenticité. Plus tard, lorsque la maison était calme, je me suis installé dans le fauteuil dans le salon, la peinture de quai brillante doucement dans la lumière de la lampe. J'ai décapé mon ballon de Bourbon et versé une mesure dans un verre, le liquide ambre plafonnant doucement alors que je le tournais dans ma main. Je laisse la chaleur se propager à travers moi alors que je prenais une gorgée lente, savourant la brûlure et le confort de la solitude bien méritée. J'ai fermé les yeux et entendu l'écho des vagues sur ce quai peint. Un son qui ne m'a plus fait peur, mais a invité la réflexion. De l'autre côté de la pièce, une lettre non ouverte se trouvait sur la table basse, son enveloppe portant l'écriture d'Isla. Je l'ai regardée et je n'ai ressenti aucune contrainte pour l'ouvrir. Je l'ai reconnue pour ce que c'était, une autre tentative de réintégrer une histoire que j'avais déjà réécrite. J'ai monté et récupéré l'enveloppe, puis je l'ai placée dans le bac de recyclage par la cheminée. Là, il appartiendrait parmi les cast-off d'une version passée de moi-même. Sur le manteau, à côté de la peinture, j'avais placé un nouvel objet, une boussole antique que j'avais trouvée dans un marché aux puces en bordure de route. Son boîtier en laiton a été rayé, son visage en verre légèrement nuageux, mais l'aiguille a toujours tremblé vers le nord avec une certitude inébranlable. J'avais pensé que c'était simplement un symbole de direction, mais maintenant je l'ai vu comme un témoignage de rester fidèle à soi-même. Je l'ai ramassé et je l'ai tenu contre la peinture de Marianne, alignant la flèche de la boussole avec la perspective du quai, comme si les deux pointaient vers le même horizon d'autodétermination. Cette nuit-là, le sommeil m'a trouvé facilement dans la chambre principale rénovée. Je suis tombé dans les rêves sans la ruée de la panique ou du doute. Au lieu de cela, tournant des histoires de voyages lointains et de nouveaux. Début. Je me suis souvenu à quel point je me sentais perdu. Une dérive dans une mer d'attente, attachée par d'autres définitions de valeur.
Maintenant, je me sentais ancré dans ma propre identité, guidé par la lueur saphir de l'anneau et l'aiguille inébranlable de la boussole. Quand le matin est arrivé, la lumière a filtré à travers les nouveaux rideaux que j'avais installés, Dust Mouse dansant dans les poutres. Je me suis souvenu d'une conversation avec Martina au sujet de la peur de la complaisance. Ne confondez pas le confort avec la stagnation, a-t-elle dit. La croissance se produit lorsque vous savez qui vous êtes et choisissez toujours de devenir plus. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis tenu, en sonnant le gobelet de cristal sur la table de nuit pour éveiller mes sens. J'ai glissé la boussole dans la poche de ma veste et l'anneau s'est installé sur mon doigt comme une promesse. J'ai marché en bas jusqu'à la cuisine où Grace la fougère a prospéré sur le rebord de la fenêtre et j'ai versé une tasse de café fraîche. J'ai pensé à la fête de la pendaison de crémaillère le mois prochain d'amis remplissant cet espace de rire et de conversation. Chaque personne témoigne de la vie que j'avais cultivée. J'ai pensé à la gentillesse de Marianne, à la loyauté inébranlable de Théo, du partenariat de Martina et de la personne que je suis devenue, un homme qui comprenait que la plus grande valeur que l'on pouvait détenir n'était pas l'héritage ni la lignée, mais l'intégrité de son propre cœur. En levant la tasse à mes lèvres, je murmurai dans la pièce vide, « Voici à Selfworth », a affirmé sans vergogne. Et à ce moment-là, baigné par la lumière du matin et la résolution silencieuse, j'ai réalisé que j'avais en effet trouvé quelqu'un qui avait moi-même vu ma valeur sans un grand livre.